sur les questions relatives à la jeunesse et sur les questions relatives au salafisme radical. Le problème, c'est que je travaille sur ces questions de manière totalement déconnectée. Donc, je travaille sur la jeunesse, surtout sur les questions d'emploi et de croissance démographique. Et quant au salafisme radical, en fait, j'essaie juste de comprendre la nature du phénomène. Donc, quand on m'a demandé de participer à une plateforme qui est intitulée de cette façon, ça m'a posé un dilemme. J'avais trois options devant moi. Soit je vous offre une réflexion sur la jeunesse et le problème d'emploi et de croissance démographique, ce qui aurait pu être aussi intéressant pour ce forum, je crois. Ou bien je vous offre une réflexion sur le salafisme radical où j'essaie de combiner les deux. Et c'est ça qui aurait été idéal, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas ce que je fais. Si ce colloque avait eu lieu dans un mois, c'est ce que j'aurais pu faire. Mais le fait est que quand j'ai reçu cette invitation, j'étais en train de finir un livre sur la nature du salafisme radical et c'était totalement impossible de me détacher de ça, surtout étant donné la date butoir qu'il fallait respecter de ce livre-là. J'ai juste envoyé le manuscrit chez l'éditeur lundi avant de prendre l'avion pour Dakar et le livre va sortir normalement. Mais malheureusement, c'est un livre en anglais. Je dis malheureusement parce que c'est un livre sur les pays du Sahel. Une étude comparative des pays du Sahel. Et donc, comme la majorité des pays du Sahel sont des pays francophones, il m'aurait été peut-être plus indiqué de l'écrire en français, mais j'avais un contrat avec une éditeur britannique, donc ça va malheureusement sortir en anglais. Voilà, donc c'est juste pour m'excuser de ne pas parler sur les questions relatives directement à la jeunesse, ce que j'aurais pu faire, mais voilà, ça ne doit pas être le cas dans les circonstances qui sont présentes. Alors donc, ce que je vais faire, moi, c'est un peu prendre quelques éléments donc, de ce livre. Je ne vais pas le résumer, ce serait vraiment trop long. Donc je vais prendre quelques éléments de réflexion à partir de la recherche et des conclusions sur lesquelles j'étais arrivé dans la rédaction du livre. Et je vais vous les offrir pour qu'on puisse avoir un débat sur cette question-là. Voilà. Et d'abord, je voudrais partir de trois constats. D'abord, premièrement, le fait que l'on parle de nos jours des terroristes islamistes, ou même parfois carrément islamiques, tandis que bien des musulmans insistent sur le fait qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans cette violence. Deuxièmement, le fait que depuis toujours pratiquement, les politistes, les politologues pensent qu'il y a une sorte d'incompatibilité terminale entre l'islam et la démocratie. Et enfin, troisièmement, le fait que tous les pays du Sahel pratiquent, avec plus ou moins de bonheur, un régime de démocratie libérale, avec certes beaucoup d'illibéralisme au sommet dans la plupart des cas, mais tout de même avec la plupart des éléments fonctionnels d'une démocratie libérale. Bon, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas me mettre à philosopher sur ces trois vastes questions, mais je tenais à les mettre pour ainsi dire en épigraphe à mon propos, parce que comme on le verra assez nettement, je crois, ils constituent quelques-uns des plus importants enjeux contemporains de ce propos-là. Ce qui est certain, c'est que pour ma part, en entreprenant le projet du livre dont je vous ai parlé, je n'étais pas parti de ces trois constats. Je n'avais pas établi de lien entre islam et violence terroriste. Je n'avais pas pris pour argent comptant l'idée que islam et démocratie seraient incompatibles. Et à vrai dire, le fait que les pays du Sahel pratiquent la démocratie libérale ne m'avait pas paru en soi très significatif. Plus simplement, je voulais comprendre pourquoi il y avait un conflit à base islamique au Niger, au Nigeria et au Mali, mais pas au Niger. C'était en 2012, donc c'était l'année de tous les dangers dans le Sahel. Et tous mes amis et collègues étrangers me posaient des variantes de ces deux questions. Pourquoi ce feu malien, parce qu'il y avait la guerre au Mali et au Nigeria, pourquoi ce feu malien, cet incendie nigérian ne se propage-t-il pas au Niger? Et d'ailleurs, est-ce que cela va se propager au Niger? C'était des questions qui se justifiaient par le fait que géographiquement, le Niger est pris en sandwich entre le Nigeria et le Mali, sans compter qu'il y avait au nord la Libye qui était aussi en état de conflagration à cette époque. Donc au début, j'essayais de répondre à cette question et en construisant mes réponses, la question de base était même progressivement devenue plus générale. Elle a pris une nouvelle forme qui a une allure un peu plus scientifique et qui serait qu'est-ce qui expliquerait que dans le même environnement géopolitique, certains pays musulmans connaissent la violence djihadiste et d'autres pas. En effet, si vous prenez le trio Mali, Niger, Nigeria, le Niger est une sorte d'exception surprenante. Mais si vous placez les trois pays dans leur environnement géopolitique particulier, qui est le Sahel, le résultat nigérien, à savoir l'acquiescence, l'emporte en fait sur le résultat malien et nigérien, la violence. Cela en considérant
que le Sahel comprend le nord Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, qui sont donc les 5 pays que j'utilise dans le livre. Si le Sahel est notre unité analytique, comme je pense en l'occurrence il se doit, alors nous avons, pour faire de la simplification statistique, 3 pays quiescents contre 2 pays violents. Donc, pour revenir à ma question, elle avait pris cette forme générale. Qu'est-ce qui explique la divergence de résultats entre pays ayant en apparence le même background culturel? Et surtout, c'est évidemment le plus intéressant, quelle tendance spécifique expliquerait la rupture de l'équilibre vers la violence et à la lumière de ces tendances que nous réserve l'avenir? Bon, dans cette communication, je ne vais pas pouvoir répondre de façon directe à ces questions, d'abord parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour entrer dans les détails de chacun des cas étudiés qui pourraient convaincre de la pertinence de ces réponses, et ensuite pour vous encourager à lire le livre quand il paraîtra. Je plaisante un peu plus, je vais tout de même préparer un papier pour les actes de ce colloque et je résumerai là les réponses apportées à ces questions. Mais pour ce que de cet exposé, je vais me contenter de présenter la manière dont j'ai approché les tendances susmentionnées et je finirai par une brève discussion qui mettra en rapport les résultats de mon enquête avec les enjeux contemporains auxquels je fais allusion en ouverture à mon propos. Donc l'objet de mon enquête, c'est le salafisme radical et extrémiste au Sahel, et au cours de mes recherches, je suis parvenu à le définir comme essentiellement, un peu comme vous d'ailleurs, une idéologie politique, en faisant une série de distinctions. Donc si vous voulez, à la base, il y a l'islam qui est un univers de religion et de civilisation. Au sein de l'islam, nous avons plusieurs tendances théologiques, dont 3 au moins ont joué un rôle important dans l'histoire du Sahel: l'islam clérical, qui est un phénomène maintenant purement historique, l'islam soufi et l'islam salafite. Ces 3 tendances théologiques, à leur tour, définissent généralement 2, peut-être 3 attitudes chez leurs praticiens. L'attitude la plus générale, c'est la pratique religieuse ordinaire, qui peut teinter le cléricalisme ici, le soufisme là, le salafisme encore là-bas, mais souvent même de tout jeu mélangé et souvent de façon générique, à la fois générique et personnelle. Et puis il y a des attitudes qui dérivent de la quête du savoir religieux, qui est toujours très importante dans l'islam. D'un côté, la retraite hors des affaires du monde, par exemple la khalwa, ou retraite spirituelle des soufis, et de l'autre le réformisme, c'est-à-dire l'idée qu'on a acquis une connaissance de la doctrine islamique correcte, et on veut donc la manifester au monde à travers un processus de tajdid, de rénovation. Toutes ces attitudes ont des implications sociales et politiques. Pour schématiser beaucoup, je dirais que la première attitude, même à ce qu'on voit en général chez la plupart des musulmans, est une pratique religieuse à la fois privée et sociale qui n'a pas vraiment d'accent politique, comme dans toutes les religions, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas en train de descendre dans la rue en réclamant un État islamique, un État chrétien ou un État chiite. Et puis, l'attitude de retraite mène même, donc cette attitude comme la khalwa, mène même à l'évitement de la politique, comme étant une de ces choses mondaines qui distraient le plus de la quête de la vérité ou de la voie droite. L'attitude de réforme, en revanche, mène à un engagement dans le monde pour prêcher la conformité à la voie droite. C'est une attitude théologico-politique, parfois théologico-sociale. Et on la retrouve aussi bien chez les soufis que chez les salafis. Ce n'est pas l'idée qu'il y a une différence à ce niveau-là entre les tendances soufis et les tendances salafis. Mais c'est le réformisme qui va mener au radicalisme politique. Et dans mon travail, il a fallu que je fasse tout pour bien distinguer les deux, en soulignant le fait qu'alors que le réformisme est théologico-politique, le radicalisme est un phénomène purement politique. Ou pour mieux le dire, peut-être plus concrètement, le souci du réformisme, c'est de corriger la pratique religieuse, d'améliorer la culture religieuse et de publier, c'est-à-dire de rendre public, les interprétations correctes du point de vue du moujahid, du rénovateur, de la doctrine religieuse. L'objectif du radical, c'est de créer une conformité entre la doctrine religieuse qu'il juge correcte et la société à travers l'action politique, y compris à travers l'action politique violente. Et c'est là que nous parlons d'extrémisme. Mais ces actions politiques ne sont pas toujours nécessairement violentes. Et ça, quand on entre dans ces questions-là par le point d'entrée de la violence, on finit par ne pas s'en apercevoir. Alors, toutes les 3 variantes de doctrine islamique dominante au Sahel, le cléricalisme, le soufisme et le salafisme, peuvent mener au radicalisme et à l'extrémisme, et l'ont fait à travers l'histoire dans des conditions sociales et politiques spécifiques. Le Sahel du 19e siècle a été le siècle des djihad, toute entreprise par des réformateurs, des réformistes soufis,
de la Qadiriya ou de la Tijaniya. Dans les conditions du XXe et du début du XXIe siècle, cependant, c'est le réformisme salafi qui mène au radicalisme et à l'extrémisme. Et c'est pour cela qu'il est l'objet de mon enquête. Alors, cet objet, je l'ai défini donc comme une idéologie plutôt que comme un courant religieux. Dans le livre, j'ai recours à une définition d'une idéologie développée par Immanuel Wallerstein pour présenter les choses de manière élégante. C'est une théorie assez simple qu'il est possible de résumer en quelques mots. Alors, dans un certain nombre de ces textes, Wallerstein explique la carrière des trois idéologies politiques de l'époque moderne, le conservatisme, le libéralisme et le socialisme, comme trois réactions à la fois contradictoires et similaires à ce qu'il appelle le choc géoculturel ou géohistorique de la Révolution française. J'ai emprunté le cadre général de son explication qui s'articule sur 4 éléments. Alors, ces trois idéologies, selon lui, définissent leur essence par opposition l'une à l'autre et leur action en rapport avec le pouvoir d'État. Elles ont chacune un sujet, c'est-à-dire un acteur historique qui est l'individu libre pour le libéralisme, la personne traditionnelle pour le conservatisme et l'homme du peuple pour le socialisme. Et elles ont toutes un objet, à savoir l'État, ou plus précisément le contrôle du pouvoir d'État. Pourtant, elles sont aussi chacune critiques à l'égard du pouvoir d'État et se placent du côté de la société. Le libéral orthodoxe veut limiter et confiner le pouvoir d'État au nom de la société civile et du marché libre. Le conservateur orthodoxe considère que l'État est destructeur des loyautés originelles dues à la famille, à la religion ou à tout autre groupe organisé basé sur la tradition. Et le socialiste aspire au dépérissement de l'État qui aurait tendance à devenir un véhicule d'intérêt sectaire ou de classe contre le peuple. En même temps, les idéologues relevant de ces différentes tendances. Ah oui, voilà. Mais ça, je vais dépasser. Non, je vais dépasser. En même temps, les idéologues relevant de ces différentes tendances et de leurs ramifications cherchent tous à s'emparer du pouvoir d'État pour vaincre leurs opposants et réaliser leurs programmes. Mon analyse, à l'issue de mon enquête, c'est qu'en réponse à la révolution, cette fois géoculturelle ou géohistorique de la colonisation, qui a introduit l'appareil d'État moderne et son pouvoir en Afrique, diverses idéologies se sont développées de la même façon. Donc, par exemple, les idéologies nationalistes, de libération nationale, que ce soit le nationalisme progressiste ou conservateur, et le salafisme radical est l'une d'entre elles. Son sujet, donc, c'est le sunnite orthodoxe et son objet l'État, bien qu'à l'instar des autres idéologies, il cherche à mettre fin au contrôle de l'État sur la société, puisque dans l'ordre idéal des choses, la charia peut réguler la société sans interférence, entre guillemets, de l'État. Dans le Sahel, cette idéologie définit son essence par opposition au soufisme et aux idéologies libérales démocrates, et son action consiste à chercher à ajuster les institutions étatiques à l'exigence de la mise en œuvre de la charia. C'est à ce niveau que le fait que tous les pays du Sahel pratiquent un régime de démocratie libérale commence à devenir significatif, car ce fait implique que le salafisme radical est forcément, radical, puisqu'il postule un renversement de l'ordre libéral-démocrate incompatible avec son idéal d'une société régie par la charia. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, il y a une section que j'aurais voulu vous communiquer, mais je vais peut-être la sauter. C'est une section dans laquelle j'explique, en fait, historiquement, comment le salafisme radical est d'abord apparu dans les pays du Sahel, comme étant le résultat d'une sorte d'étincelle dans les processus concomitants de colonisation et d'islamisation de masse. Donc, contrairement à ce qu'on imagine d'habitude, le Sahel n'a pas été une région de très vieille islamisation. En tout cas, pas de vieille islamisation de masse. Il y avait des islamisations parcellaires liées à l'organisation de la société, mais l'islamisation de masse, et en général, peut-être avec la petite exception du nord Nigeria, un résultat de la colonisation. Mais cette rencontre entre la colonisation et l'islamisation de masse a créé, si vous voulez, des catégories sociales qui étaient en mesure de prendre en charge différents types d'idéologies. Par exemple, les gens qui sont allés à l'école, les francophones dans les pays francophones, ou les Yambo, comme on les appelle au Nigeria, ou les personnes de culture laïque, ont pris en charge souvent les idéologies qu'on considère comme étant séculières ou laïques. Mais il y avait des arabisants aussi. Dans le cas du Sénégal, il y a le cas de Cheikh Touré, le fondateur de l'Union culturelle musulmane, l'UCN. Au Nigeria, le cas de Cheikh Boubacar Goumi.
ces gens-là qui étaient des arabisants, ce sont ces gens-là qui ont été à l'origine en fait de la naissance de l'apparition du salafisme radical dans les pays du Sahel dans les années 40. Donc c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Alors, donc, ça c'était un détail important qu'il fallait mettre, parce que ça nous donne le contexte du Sahel comme étant ce contexte où nous avons la mise en place d'un État laïque à travers le processus de colonisation, d'un État laïque. D'ailleurs, dans le livre, je l'appelle un État civil, civil state, parce que le projet de l'État, ce qu'on appelle laïque, c'est de créer des citoyens, c'est de créer un ordre civil. Et en même temps, il y a l'islamisation de la société qui se produit durant la même époque. Donc ça crée une sorte de contradiction. Et c'est cette contradiction-là qui fait toute la problématique de cette idéologie dans le contexte du Sahel. Donc en résumant très rapidement, ça c'est quand même un détail clé. Mais en général, en dépit de cette contradiction que je viens de résumer, ce qui s'est passé dans les pays du Sahel a plutôt été un mariage de raison historiquement entre les dirigeants étatiques qui avaient ce projet de civilisation et les forces religieuses, même si ces forces religieuses manifestaient parfois leur résistance à ce projet étatique de créer des citoyens dans certaines occasions. Par exemple, lors du processus d'adoption du Code de la famille, au Sénégal, au début des années 70, une très forte résistance des confréries, des leaders confrériques, ou avec les fameux Sharia debates au Nigeria à la fin de la même décennie. C'est que les forces religieuses dominantes dans tous les pays du Sahel n'avaient pas développé une idéologie politique au sens que j'avais défini tout à l'heure, et elles acceptaient donc une séparation du religieux et du politique au sein de l'État-nation. Par contre, les forces religieuses qui avaient mûri une idéologie politique, comme celle autour de Boumi ou de Cheikh Touré, étaient marginalisées durant cette période. Je parle des années 50, 60, 70. Elles étaient marginalisées durant cette période. Par exemple, l'UCM, l'Union culturelle musulmane, avait été interdite au Burkina et au Mali, et elle avait été domestiquée et réduite, Senghor lui avait ôté ses crocs, si vous voulez, après la crise politique de 1960. Et puis, de façon apparemment soudaine, le salafisme réformiste, remarquez que je n'ai pas encore radical, s'affirme à la fin des années 70 et au début des années 80. Donc, par exemple, au Nigeria, nous avons la mise en place de la Jama'at Izalatul Bid'a, ou Ahmad Sunna, qui est une organisation salafi réformiste, en 1978, sous l'égide de Cheikh Aboubakar Koumi. À la même époque où, au Sénégal, Cheikh Touré a créé la Jama'at Ibadur Rahman. Dans les deux pays, plusieurs autres organisations salafis réformistes se mettent en place à la même époque, tandis qu'au Mali, je dois m'arrêter. Je dois vraiment m'arrêter. Donc, il me reste. D'accord. Il me reste quelques paramètres. Mais je peux m'arrêter là. Ou peut-être résumer très rapidement. Résumer très rapidement ce que je voulais dire. Voilà, je veux. D'accord, je résume très rapidement. D'accord. Ok. Non, en fait, la conclusion, c'était j'essaie de voir, d'expliquer aussi comment on passe du réformisme au radicalisme. C'était ça le lieu de la question. Et dans cette optique, j'évoquais peut-être deux choses très importantes. Le fait que ces mouvements réformistes étaient aussi concomitants avec la crise fiscale des États du Sahel dans les années 80 et les politiques d'ajustement structurel. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Et le fait que la radicalisation était concomitante avec la libéralisation politique et la démocratisation. Et en fait, les possibilités de se radicaliser, les possibilités organisationnelles de se radicaliser dépendaient beaucoup du passage des régimes autoritaires au régime démocratique. Donc c'est un point très important. Et le dernier point, c'était de dire que si on regarde dans l'ensemble, les organisations réformistes et radicales n'ont pas eu beaucoup de succès en réalité dans ces pays du Sahel, en dehors du nord Nigeria. Et même dans le nord Nigeria, le succès qu'elles ont eu, donc cette histoire d'imposer la charia intégrale dans les États du nord du Nigeria, a été due à la démocratisation et n'a pas satisfait une frange de ces mouvements réformistes radicaux, notamment ceux qui ont fondé Boko Haram, parce que pour ces gens-là, une charia qui est en fait sous tutelle d'un État laïque, ce n'était pas une vraie charia. Donc il fallait détruire ça. Et voilà, je vais m'arrêter là.